Le manteau de Nikolaï Vassilievitch Gogol, lu par Fabienne Prost. Au ministère de... Non, mieux vaut ne pas le nommer. Personne n'est plus susceptible que les fonctionnaires, officiers, employés de bureau et autres gens en place. À l'heure actuelle, chaque particulier croit que si l'on touche à sa personne, toute la société en est offensée. Dernièrement, paraît-il, le capitaine Ispravnik de je ne sais plus quelle ville a exposé sans embâche dans une supplique que le respect des lois se perd et que son nom sacré est prononcé en vain. À l'appui de ces dires, il a joint à la pétition un gros ouvrage romantique où, toutes les 10 pages, apparaît un capitaine Ispravnik, parfois dans un état d'ébriété prononcé. Aussi, pour éviter des désagréments, appellerons-nous le ministère dont il s'agit tout simplement un certain ministère. Donc, il y avait dans un certain ministère un employé. Cet employé ne sortait guère de l'ordinaire. Petit, grêlé, rousseau, il avait la vue basse, le front chauve, des rides le long des joues et l'un de ces teints que l'on qualifie d'hémorroïdaux. Que voulez-vous ? La faute en est au climat pétersbourgeois. Quant au grade, car chez nous c'est toujours par cette indication qu'il faut commencer, c'était l'éternel conseiller titulaire, dont se sont amplement gaussés bon nombre d'écrivains, parmi ceux qui ont la louable habitude de s'en prendre aux gens incapables de montrer leur croc. Il s'appelait Bachmatchkin, nom qui provient, cela se voit, de Bachmak, savate, mais on ignore comment se produisit la dérivation. Le père, le grand-père, le beau-frère même, et tous les parents de Bachmatchkin, sans exception, portaient des bottes qu'ils se contentaient de faire ressemeler 2 ou 3 fois l'an. Il se prénommait Akaki Akakievitch. Mes lecteurs trouveront peut-être ce prénom bizarre et recherché. Je puis les assurer qu'il n'en est rien et que certaines circonstances ne permirent pas de lui en donner un autre. Voici comment les choses se passèrent. Akaki Akakievitch naquit à la tombée de la nuit un 23 mars, si j'ai bonne mémoire. Sa pauvre mère, une femme de fonctionnaire très estimable, sous tous les rapports, se mit en devoir de le faire baptiser. Elle était encore couchée dans son lit, en face de la porte, ayant à sa droite le parrain Ivan Ivanovitch Yeroshkin, un excellent homme, chef de bureau au Sénat, et la marraine, Irène Semyonovna Bielobrioshkov, femme d'un exemple de police, douée de rares vertus. On soumit 3 noms au choix de l'accouchée, Mosé, Zosie et Kozdazat, martyr. Diable de nom, se dit-elle, je n'en veux pas. Pour lui faire plaisir, on ouvrit l'almanach à une autre page, et de nouveau 3 noms se présentèrent, Trifil, Dulas et Barachise. C'est une vraie punition du bon Dieu, grommela la bonne dame. Rien que des noms impossibles. Je n'en ai jamais entendu de pareil. Passe encore pour Baradat ou Baruch. Mais Trifil et Barachise. L'on tourna encore une page et l'on tomba sur Posikas et Bactisoès. Allons, dit l'accouchée, c'est décidément un coup du sort. Dans ces conditions, mieux vaut lui donner le nom de son père. Le père s'appelait Akas, que le fils s'appelle aussi Akas. Voilà pourquoi notre héros se prénommait Akaki Akakievitch. On baptisa l'enfant, qui se prit à pleurer et à grimacer, comme s'il pressentait qu'il serait un jour conseiller titulaire. C'est ainsi que les choses se passèrent. Nous avons donné ces détails pour que le lecteur puisse se convaincre que la nécessité seule dicta ce prénom. Personne ne se rappelait à quelle époque Akaki Akakievitch était entré au ministère et qui l'y avait recommandé. Les directeurs, les chefs de division, les chefs de service et autres avaient beau changer, on le voyait toujours à la même place, dans la même attitude, occupé à la même besogne d'expéditionnaire. Si bien que par la suite on prétendit qu'il était venu au monde en uniforme et le crâne dénudé. On ne lui témoignait aucune considération. Loin de se lever sur son passage, les huissiers ne prêtaient pas plus d'attention à son approche qu'au vol d'une mouche. Ses supérieurs le traitaient avec une froideur despotique. Le premier sous-chef venu lui jetait des paperasses sous le nez sans même prendre la peine de dire « Ayez l'obligeance de copier ça » ou « Voilà un petit dossier fameux », ainsi qu'il se pratique entre bureaucrates bien élevés. Sans un regard pour la personne qui lui imposait cette tâche, sans se préoccuper si elle avait le droit de le faire,
Akaki Akakievitch considérait un instant le document, puis se mettait en devoir de le copier. Ses jeunes collègues épuisaient sur lui l'arsenal des plaisanteries en cours dans les bureaux. Il racontait en sa présence toutes sortes d'historiettes inventées sur son compte. Il prétendait qu'il endurait les sévices de sa logeuse, vieille femme de 70 ans, et lui demandait quand il l'épouserait. Il lui versait sur la tête des rognures de papier. « Une chute de neige !» s'exclamait-il. Mais Akaki Akakievitch demeurait impassible. On aurait dit que personne ne se trouvait devant lui. Il ne se laissait pas distraire de sa besogne, et toutes ses importunités ne lui faisaient pas commettre une seule bévue. Si la taquinerie dépassait les bornes, si quelqu'un lui poussait le coude et l'arrachait à sa tâche, il se contentait de dire « Laissez-moi, que vous ai-je fait ?» Il y avait quelque chose d'étrange dans ses paroles. Il les prononçait d'un ton si pitoyable qu'un jeune homme, récemment entré au ministère et qui avait cru bon d'imiter ses collègues en persiflant le bonhomme, s'arrêta soudain, comme frappé au cœur. Depuis lors, le monde prit à ses yeux un nouvel aspect. Une force surnaturelle parut le détourner de ses camarades, qu'il avait tenus tout d'abord pour des gens bien élevés. Et longtemps ensuite, au cours des minutes les plus joyeuses, il revit le petit employé au front chauve, et il entendit ces paroles pénétrantes. « Laissez-moi, que vous ai-je fait ?» Et dans ces paroles pénétrantes résonnait l'écho d'autres paroles. « Je suis ton frère. » Alors le malheureux jeune homme se voilait la face, et plus d'une fois au cours de son existence, il frissonna, en voyant combien l'homme recèle d'inhumanité, en constatant quelle grossière férocité se cache sous les manières polies, même, ô mon Dieu, chez ceux que le monde tient pour d'honnêtes gens. On aurait difficilement trouvé un fonctionnaire aussi profondément attaché à son emploi qu'Akaki Akakievitch. Il s'y adonnait avec zèle. Non, c'est trop peu dire. Il s'y adonnait avec amour. Cette éternelle transcription lui paraissait un monde toujours charmant, toujours divers, toujours nouveau. Le plaisir qu'il y prenait se reflétait sur ses traits. Quand il arrivait à certaines lettres, qui étaient ses favorites, il ne se sentait plus de joie, souriait, clignotait, remuait les lèvres comme pour céder dans sa besogne. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.